La SS Schutzstaffel a joué un rôle central notoirement dans l'imposition de l'idéologie nazie, y compris la perpétration de l'Holocauste. Les destins de plusieurs officiers de haut rang de la SS à la fin de la Seconde Guerre mondiale révèlent un mélange de fins violentes et de comptes à rendre après-guerre. La Schutzstaffel, SS, qui signifie escadron de protection, était un groupe paramilitaire important sous Adolf Hitler et le parti nazi dans l'Allemagne nazie, s'étendant dans toute l'Europe occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début, elle commença comme une petite unité appelée Saalschutz, sécurité de salle, pour assurer les réunions du parti à Munich, mais la SS s'est considérablement développée après l'arrivée d'Heinrich Himmler en 1925. Sous la direction de Himmler, de 1929 à 1945, la SS a évolué, passant d'un groupe mineur sous la République de Weimar à l'une des organisations les plus puissantes et redoutées de l'Allemagne nazie. Tout au long du régime nazi, de son ascension au pouvoir jusqu'à sa chute en 1945, la SS a été fondamentale pour imposer la sécurité, réaliser une surveillance massive et exercer la terreur d'État, tant en Allemagne que dans les territoires occupés. La SS était divisée en deux groupes principaux, la Allgemeine SS, SS général, et la Waffen-SS, SS armée. La Allgemeine SS appliquait les politiques raciales nazies et assurait le maintien de l'ordre général, tandis que la Waffen-SS était une unité de combat d'élite loyale envers Hitler. Une autre branche, la SS Totenkopfverband, SSTV, unité de la tête de mort, gérait les camps de concentration et d'extermination. D'autres subdivisions de la SS incluaient la Gestapo et le Sicherheitsdienst, SD, responsables de détecter et de réprimer l'opposition au régime nazi, de s'assurer de l'adhésion à l'idéologie nazie parmi la population allemande et de gérer les services de renseignement national et international. La SS a été principalement responsable du génocide d'environ 5,5 millions à 6 millions de Juifs, ainsi que de millions d'autres personnes pendant l'Holocauste. Les membres de la SS ont commis de nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans toutes ses branches pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils menaient également des opérations commerciales, exploitant les prisonniers des camps de concentration comme main-d'œuvre esclave. Mourir avec honneur, les destins finaux des notoires officiers de la SS. À mesure que progressait la Seconde Guerre mondiale, de nombreux officiers de haut rang de la SS ont rencontré leur destin sur le champ de bataille ou au milieu du chaos de la guerre. Ces hommes, qui ont joué des rôles centraux dans l'imposition de l'idéologie nazie et la mise en œuvre des politiques brutales du régime, ont souvent vu leur vie s'achever dans la même violence qu'ils avaient contribué à instaurer. Helmut Kempf, Michael Wittmann et Christian Tixen sont des exemples d'officiers de la SS dont le parcours durant la guerre s'est terminé sur le front, concluant leur existence au milieu de la violence qu'ils avaient perpétuée. La réputation de Theodor Eicke était marquée par son efficacité brutale. Il a été fondamental dans la structuration du système redouté des camps de concentration, un rôle qu'il a établi comme l'une des figures les plus craintes dans l'Allemagne nazie. Eicke n'était pas seulement responsable de l'administration de ce système, mais il a également joué un rôle crucial dans son expansion cruelle. Sa mort survint en pleine guerre, reflétant le monde violent qu'il avait contribué à perpétuer. Le 26 février 1943, Eicke a été abattu lorsque son avion de reconnaissance fut abattu près d'Orel, en Russie, au milieu de l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire, la bataille de Koursk. Sa mort fut le résultat direct des intenses affrontements aériens qui ont caractérisé une grande partie de la guerre sur le front de l'Est. Contrairement à la mort violente d'Eicke, Walter Krüger, un SS-Gruppenführer, trouva une fin plus paisible, bien que soudaine. Après avoir commandé la tristement célèbre division SS Das Reich, impliquée dans de nombreuses atrocités, la guerre de Krüger s'est terminée dans un camp d'internement américain. Sa mort par crise cardiaque, le 22 mai 1945, survint seulement quelques semaines après la reddition nazie, marquant une fin abrupte à ses campagnes militaires et idéologiques. Son décès en détention souligne la rapide chute de nombreuses figures de haut rang du nazisme qui passèrent rapidement du pouvoir à l'emprisonnement. L'histoire de Karl Wolff prit un tournant différent. En tant qu'officier de haut rang et chef d'état-major de Himmler, Wolff fut profondément impliqué dans la direction de la SS. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Wolff parvint à éviter l'exécution ou la mort au combat après la guerre.
Il joua un rôle clé dans l'opération Sunrise, qui fut des négociations secrètes pour la reddition des forces en Italie. Après la guerre, Wolf fut arrêté et jugé, non à Nuremberg, mais en Allemagne de l'Ouest. En 1964, il fut condamné pour sa participation à la déportation des Juifs italiens et purgea une partie d'une peine de 15 ans. Ces dernières années furent paisibles, un contraste saisissant avec son rôle influent pendant la guerre. Fritz Witt dirigea la 12e division Panzer SS Hitlerjugend, connue pour sa composition de jeunes fanatiques nazis. Le commandement de Witt prit fin abruptement lorsqu'il fut abattu par une attaque d'artillerie alliée le 14 juin 1944, lors des féroces batailles qui suivirent le débarquement en Normandie. Sa mort survint alors que sa division était engagée dans des combats intenses contre les forces alliées envahissantes, illustrant la nature directe et brutale des affrontements sur le front. Helmut Kempf était un officier de haut rang de la SS, connu pour sa participation à la brigade d'Irlewanger, une unité tristement célèbre pour ses crimes de guerre brutaux en Europe de l'Est. Le destin de Kempf prit une tournure sombre lorsqu'il fut capturé par des membres de la résistance française en juin 1944. Sa capture eut lieu à l'apogée des activités de la résistance contre les forces d'occupation allemandes. Par la suite, Kempf fut exécuté par la résistance en représailles directes aux atrocités commises par les nazis en France, y compris le massacre d'Oradour-sur-Glane, où les troupes de la SS massacrèrent 642 civils. Sa mort fut symbolique, représentant un moment de résistance contre les forces oppressives de la SS. Michael Wittmann était l'un des tankistes les plus célèbres des forces nazies, crédité de la destruction d'un grand nombre de chars ennemis. Aux commandes d'un char Tiger I, ses tactiques agressives et son impressionnant palmarès de destruction en firent un héros de la propagande pour l'Allemagne nazie. La dernière bataille de Wittmann eut lieu le 8 août 1944, lors de la bataille de Villers-Bocage en Normandie. Il mourut lorsque son char fut touché par des tirs anti-chars des forces britanniques ou canadiennes. Les versions historiques varient. Sa mort marqua la fin de l'un des commandants de chars les plus redoutables de la guerre. Christian Tixen, un officier de la SS au commandement du 3e régiment Panzer SS de la division Totenkopf, rencontra également sa fin pendant le conflit. Contrairement à beaucoup de ses pairs, la mort de Tixen fut le résultat d'un tir ami. Le 28 juillet 1944, durant les situations de combat chaotiques sur le front de l'Est, Tixen fut abattu par erreur par un sentinelle allemand nerveux qui ne le reconnut pas. Sa mort souligne la confusion et le désordre qui ont souvent caractérisé les derniers mois de la guerre, alors que les forces allemandes étaient de plus en plus repoussées par les Alliés. Bien que de nombreux hommes de la SS aient trouvé leur fin sur les champs de bataille ou dans des actes de guerre, un nombre significatif survécut au conflit. Ces officiers de la SS qui survécurent se retrouvèrent face à un monde radicalement différent à mesure que le Troisième Reich s'effondrait et que les Alliés émergèrent victorieux. Leur destin après la guerre fut varié et complexe. Certains furent capturés et traduits en justice lors de procès de grande envergure, tandis que d'autres parvinrent à échapper à la capture, disparaissant dans l'ombre ou entamant de nouvelles vies sous des identités assumées. Identification des membres de la SS par leurs tatouages, route d'évasion et évasion criminelle. À mesure que les forces alliées cherchaient à capturer et poursuivre les responsables des atrocités, les tatouages de la SS et le réseau sophistiqué connu sous le nom de Ratlins ont joué des rôles cruciaux dans l'identification et l'évasion des membres de la SS. La pratique de se tatouer le groupe sanguin sous le bras était exclusive aux membres de la Waffen-SS, le bras combattant de la SS. Ce tatouage était obligatoire depuis 1938 et destiné à faciliter les transfusions sanguines sur le champ de bataille. Cependant, après la guerre, cette même marque devint un identifiant condamnable pour ceux qui tentaient d'échapper à la capture par les Alliés. Lors de l'examen des individus, les forces alliées recherchaient spécifiquement ce tatouage, rendant presque impossible pour les porteurs de dissimuler leurs affiliations passées à la SS. Par exemple, lorsque Heinrich Himmler, l'architecte de la solution finale, fut capturé par les forces britanniques en 1945, il ne fut initialement pas reconnu. Ce n'est qu'après un examen médical révélant son tatouage de groupe sanguin de la SS que sa véritable identité fut confirmée, menant à son arrestation.
bien qu'il se soit plus tard suicidé en détention. Les Ratlin étaient un ensemble de routes d'évasion qui permettaient aux nazis et à d'autres fascistes de fuir l'Europe, principalement vers l'Amérique du Sud, mais aussi vers le Moyen-Orient et d'autres régions. Ces routes étaient souvent organisées avec l'aide d'éléments sympathisants au sein de l'Église catholique et d'anciens sympathisants fascistes. L'un des bénéficiaires les plus infâmes de ces réseaux d'évasion fut Adolf Eichmann, qui fut responsable de la logistique de l'Holocauste. Avec l'aide d'une Ratlin, Eichmann s'enfuit en Argentine, où il vécut sous une fausse identité jusqu'à sa capture par des agents du Mossad israélien en 1960. Une autre figure notable fut Joseph Mengele, l'ange de la mort à Auschwitz, connu pour ses cruelles expériences médicales. Mengele s'échappa en Amérique du Sud, vivant en Argentine, au Paraguay, puis finalement au Brésil, où il mourut en 1979 sans jamais avoir été capturé. Écho de rétribution, camp de prisonniers pour membres de la SS. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux membres de la SS furent détenus dans divers camps de prisonniers à travers l'Europe, opérés principalement par les forces alliées. Ces camps faisaient partie d'un effort plus large pour démobiliser, désarmer et punir les responsables de crimes de guerre et d'atrocités commis durant le conflit. Les membres de la SS furent retenus dans une variété de camps d'internement. Certains des plus notables incluaient Camp Ashkan, centre d'interrogation de la force expéditionnaire alliée, spécialement conçu pour les hauts responsables nazis. Les détenus ici, y compris certains officiers SS éminents, furent soumis à de nombreux interrogatoires avant d'être transférés dans d'autres installations ou d'être jugés. Le camp était connu pour ses strictes mesures de sécurité, bien qu'il ne se caractérisât pas par les conditions sévères présentes dans d'autres camps. Camp d'internement de Dachau, ironiquement situé sur le site de l'ancien camp de concentration de Dachau, cette installation fut réutilisée par l'armée américaine pour détenir des membres de la SS et d'autres responsables nazis. Les conditions y étaient difficiles, avec de la surpopulation et des soins médicaux limités. Camp spécial 2, Buchenwald, administré par l'Union soviétique dans la zone d'occupation soviétique en Allemagne. Ce camp fut l'un des nombreux camps abritant d'anciens nazis, y compris des membres de la SS. Les conditions dans les camps administrés par les soviétiques étaient notoirement sévères, avec des taux de mortalité élevés dus à la malnutrition, aux maladies et aux mauvaises conditions de vie. Après la Seconde Guerre mondiale, la quête de justice pour les victimes des atrocités nazies mena à de nombreux procès et condamnations pour les membres de la SS, allant de l'exécution pour ceux impliqués dans des atrocités directes à de longues peines de prison pour ceux impliqués dans l'administration et l'exécution des politiques nazies. Procès et exécutions de haut profil, justice pour les criminels de guerre nazis. Les procès de Nuremberg furent probablement les procédures les plus célèbres de l'après-guerre, où les dirigeants du régime nazi furent traduits en justice sur la scène mondiale. Parmi eux, Oswald Pohl, qui gérait les entreprises économiques de la SS, y compris les camps de concentration, fut condamné à mort. Son rôle dans l'exploitation et l'extermination de millions de personnes fut considéré comme impardonnable, menant à son exécution en 1951. Au-delà de Nuremberg, les procès continuèrent dans toute l'Europe, ciblant ceux qui avaient opéré la machine génocidaire à des niveaux inférieurs. Les procès de Dachau, réalisés par les États-Unis, abordèrent spécifiquement les crimes commis à Dachau et dans d'autres camps, aboutissant à plusieurs exécutions et à de nombreuses peines de prison prolongées. Ces procès furent cruciaux pour établir un registre des horreurs commises et fournir une mesure de justice aux survivants. En Pologne, les procès d'Auschwitz se concentrèrent sur les responsables de l'un des camps d'extermination les plus notoires. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, fut confronté à un tribunal polonais et exécuté en 1947. Son procès détailla sa participation directe dans l'exécution de la solution finale, où il avoua l'extermination de millions de personnes. Ernst Kaltenbrunner fut un haut officier de la SS qui assuma le poste de chef de l'office principal de la sécurité du Reich après l'assassinat de Reinhard Heydrich. Ce rôle fit de lui l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne nazie, car il contrôlait la Gestapo, police secrète, et le Sicherheitsdienst, SD, service de sécurité. Kaltenbrunner fut profondément impliqué dans les activités les plus brutales du régime nazi, y compris la planification et l'exécution de l'Holocauste. En mai 1945,
Alors que l'Allemagne nazie s'effondrait, Kaltenbrunner fut capturé par les troupes américaines. Il fut rapidement jugé lors des procès de Nuremberg, le plus célèbre des tribunaux d'après-guerre destinés à traduire en justice les criminels de guerre nazis. Kaltenbrunner fut accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les preuves contre lui étaient accablantes, y compris sa participation à l'extermination de millions de juifs et d'autres minorités, l'utilisation de travail forcé et la répression brutale des mouvements de résistance. Le procès de Kaltenbrunner dura plusieurs mois, durant lesquels il nia la responsabilité de nombreuses atrocités commises sous son commandement. Cependant, le tribunal le déclara coupable de multiples chefs d'accusation. En octobre 1946, il fut exécuté par pendaison, devenant l'un des officiers SS de plus haut rang à faire face à la justice pour ses crimes. Son exécution marqua un moment significatif dans les efforts des Alliés pour responsabiliser les dirigeants nazis pour leurs actions. Amon Goeth était le commandant du camp de concentration de Plaszow en Pologne, connu pour sa cruauté et brutalité extrême. Goeth supervisait le camp avec une main de fer terrifiante, participant personnellement à l'emprisonnement, la torture et l'exécution de nombreux prisonniers. Son comportement sadique en fit l'une des figures les plus redoutées parmi ceux qui souffraient sous l'oppression nazie. Le règne de terreur de Goeth prit fin en mai 1945, lorsqu'il fut capturé par les troupes américaines. Il fut extradé vers la Pologne, où il fut jugé pour ses crimes de guerre. Les preuves contre lui incluaient des témoignages de survivants et les atrocités documentées commises à Plaszow. Le procès de Goeth fut une partie clé des efforts de la Pologne après-guerre pour traduire en justice les criminels de guerre nazis et reconnaître la souffrance de ceux qui avaient enduré les horreurs des camps de concentration. Durant son procès, Goeth fut déclaré coupable de nombreux crimes, y compris le meurtre de masse de prisonniers et le traitement inhumain des internés du camp. En septembre 1946, il fut exécuté par pendaison. Son exécution fut un pas significatif dans le processus de justice de l'après-guerre, symbolisant la détermination des Alliés et du gouvernement polonais à responsabiliser les auteurs des actions horribles pendant l'Holocauste. La vie après la guerre, le destin des membres de la SS après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les vies des anciens membres de la SS varièrent considérablement, allant de procès et condamnations pour crimes de guerre aux efforts d'évasion et d'assimilation sous de nouvelles identités. Leurs destins après-guerre furent modelés par leurs actions durant le conflit, la gravité de leurs crimes et les contextes politiques changeants des pays où ils se trouvaient. Tous les membres de la SS ne furent pas traduits en justice. Certains utilisèrent des réseaux tels que les Ratlin pour fuir en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, ou dans d'autres régions moins enclines à les extrader pour qu'ils fassent face à des procès en Europe. Ces individus vivaient souvent sous de fausses identités et certains ne firent jamais face aux conséquences de leurs actions. Adolf Eichmann, par exemple, vécut en Argentine jusqu'à sa capture par des agents israéliens en 1960. De nombreux membres de la SS de rang inférieur, qui pouvaient dissimuler leurs affiliations nazies, se réintégrèrent dans la vie civile en Allemagne et dans d'autres pays. Cette réintégration fut parfois facilitée par le chaos de la récupération après-guerre et la guerre froide, qui détourna l'attention des anciens nazis vers les nouvelles tensions géopolitiques. Ces hommes restèrent souvent silencieux sur leur passé, craignant des représailles ou des conséquences légales si leurs identités et rôles dans la SS étaient découverts. La poursuite des anciens membres de la SS ne s'arrêta pas avec les procès immédiats de l'après-guerre. Au fur et à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient et que la recherche historique avançait, certains furent ultérieurement identifiés et jugés. Ce processus continu a vu d'anciens membres âgés de la SS faire face à des accusations dans leurs 80 et 90 ans, démontrant un engagement durable envers la justice pour les victimes de l'Holocauste et des atrocités nazies. La chute de Joachim Peiper, de la Waffen-SS à la tragédie. Joachim Peiper fut un commandant de haut rang de la division Leibstandart Adolf Hitler de la SS, une des unités les plus élitistes de la Waffen-SS. Né en 1915, Peiper rejoignit la SS en 1933 et monta rapidement dans les rangs, devenant l'un des assistants personnels de Heinrich Himmler. Sa carrière durant la guerre fut marquée par sa participation à plusieurs offensives importantes,
mais il est plus tristement célèbre pour son rôle dans le massacre de Malmedy durant la bataille des Ardennes en décembre 1944. Durant cette grande contre-offensive dans les Ardennes, l'unité de Peiper fut responsable du massacre de 84 prisonniers de guerre américains près de la ville belge de Malmedy. Les prisonniers furent tués de sang-froid après s'être rendus. Une atrocité qui devint l'un des crimes de guerre les plus notoires commis par la Waffen-SS. L'incident renforça la détermination des Alliés et ternit encore plus la réputation déjà brutale de la SS. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Peiper fut capturé par les forces américaines et jugé lors des procès de Dachau, où lui et d'autres membres de son unité furent accusés de crimes de guerre. En 1946, Peiper fut condamné à mort. Cependant, sa peine fut commuée en réclusion à perpétuité en 1948 en raison de pressions politiques et de préoccupations concernant l'équité des procès, y compris des accusations de mauvais traitement et de confessions forcées. Après avoir purgé seulement une décennie en prison, Peiper fut libéré en 1956. Il eut du mal à trouver du travail en Allemagne en raison de son passé infâme et s'installa finalement en France où il vécut sous le faux nom de Rainer Buschmann. Malgré ses tentatives de maintenir un profil bas, sa présence fut finalement découverte et son passé en tant qu'officier de la SS et criminel de guerre revint le hanter. En été 1976, le passé controversé de Peiper le rattrapa de manière mortelle. Dans la nuit du 13 juillet, sa maison à Travs, un petit village dans l'est de la France, fut incendiée. Piégé à l'intérieur, Peiper mourut dans les flammes. Sa mort fut largement considérée comme un acte de vengeance, probablement perpétré par des individus cherchant à se venger de ses actions durant la guerre. L'identité exacte des responsables ne fut jamais confirmée, mais la fin violente de Peiper refléta la brutalité qu'il avait lui-même infligée dans le passé. Destins brutaux, les fins tragiques des notoires officiers de la SS. Hans Münch, souvent appelé l'homme bon d'Auschwitz, présente un cas unique parmi les médecins de la SS. Un cas qui diverge considérablement des actions notoires de nombreux de ses collègues. Münch fut médecin dans le camp de concentration d'Auschwitz, mais il est connu pour sa conduite éthique et ses efforts pour sauver des vies dans des conditions horribles. Hans Münch était un médecin allemand qui rejoignit la SS, non par alignement idéologique avec le parti nazi, mais comme un choix de carrière, ce qui était relativement courant dans l'Allemagne nazie, car le régime était entremêlé avec tous les aspects de l'avancement professionnel. En 1943, il fut assigné à Auschwitz, où son rôle principal consistait à mener des recherches sur les maladies infectieuses. Contrairement à de nombreux autres médecins de la SS qui réalisaient des expériences médicales brutales sur les prisonniers, le travail de Münch n'incluait pas de procédures nuisibles ni d'infliger des souffrances directes. Ce qui distingue Münch fut sa conduite dans le camp. Des témoins et des survivants rapportèrent qu'il prit plusieurs risques pour aider les détenus. Il est connu pour avoir refusé de participer au processus de sélection où les détenus étaient envoyés soit au travail, soit à l'extermination. Münch prodiguait également des soins médicaux aux prisonniers au-delà des exigences et, selon des témoignages, leur donnait des conseils sur la façon de survivre aux conditions inhumaines du camp. Ces tentatives de falsifier des expériences pour éviter de fournir des résultats susceptibles de causer plus de souffrance représentaient une déviation significative par rapport aux pratiques d'autres médecins de la SS. Après la guerre, Hans Münch fut capturé et jugé. Contrairement à de nombreux de ses collègues de la SS, Münch fut acquitté lors des procès d'Auschwitz en Pologne, en grande partie grâce aux nombreux témoignages de survivants d'Auschwitz en sa faveur. Ils attestèrent de ses efforts pour protéger les prisonniers et de son refus de participer aux atrocités commises dans le camp. Son acquittement fut exceptionnel au milieu des condamnations et des peines généralisées infligées à d'autres membres du personnel du camp. Après son acquittement, Münch vécut une vie relativement paisible en Allemagne. Il parle fréquemment de ses expériences, exprimant un mélange complexe de culpabilité pour avoir été membre de la SS et de fierté pour ses actions qui dévièrent de la norme à Auschwitz. Münch continua à lutter avec son passé jusqu'à sa mort en 2001. Dans plusieurs interviews, il condamna les horreurs de l'Holocauste et parla des dilemmes moraux auxquels il fit face en tant que médecin dans un environnement aussi extrême. Alois Brunner, l'un des criminels de guerre nazis les plus infâmes,
fut directement responsable de la déportation de dizaines de milliers de Juifs vers des camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Son histoire après-guerre est marquée par une évasion réussie et prolongée de la justice qui le vit vivre pendant des décennies au Moyen-Orient sous divers alias. Alois Brunner fut un officier de haut rang de la SS et un proche associé d'Adolf Eichmann. Il joua un rôle clé dans la mise en œuvre de l'Holocauste, étant particulièrement connu pour l'organisation de la déportation des Juifs d'Autriche, de Grèce, de France et de Slovaquie vers des ghettos et des camps d'extermination. Ces actions contribuèrent directement à la mort d'environ 130 000 Juifs. Après la guerre, Brunner parvint à éviter la capture immédiate en utilisant des documents falsifiés pour adopter une nouvelle identité. Il s'enfuit d'Europe par le biais des infâmes ratelines, des routes d'évasion utilisées par les criminels de guerre nazis pour fuir en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Au lieu de se diriger vers l'Amérique du Sud comme beaucoup de ses collègues, Brunner trouva refuge en Syrie, où il vécut sous les noms de Dr Georg Fischer et Abu Hussein. En Syrie, Brunner aurait travaillé en tant que conseiller du gouvernement syrien, apportant son expertise en matière de sécurité et, possiblement, en technique de torture. Sa présence en Syrie était un secret de Polichinelle, et malgré de nombreuses demandes d'extradition et mandats d'arrêt internationaux, le gouvernement syrien nia sa présence et refusa toute coopération avec les efforts visant à le traduire en justice. Brunner fut la cible de plusieurs tentatives d'assassinat, qui auraient été orchestrées par le Mossad israélien. 2 de ces tentatives en 1961 et 1980 impliquèrent des bombes piégées. L'une entraîna la perte d'un œil et l'autre la perte de plusieurs doigts. Malgré ces tentatives contre sa vie, Brunner parvint à vivre en Syrie, apparemment protégé par les autorités syriennes. La date exacte de la mort de Brunner reste incertaine. Sa dernière interview date de 1987, où il défendit sans remords ses actions durant la guerre. Les rapports suggèrent qu'il mourut à Damas aux alentours de 2001, mais cela n'a jamais été vérifié de manière concluante. La Syrie n'a jamais confirmé sa mort, et aucun certificat de décès n'a été émis publiquement. L'évasion réussie de la justice par Brunner et sa longue vie relativement tranquille en Syrie demeurent des sources de controverses et de douleur, en particulier pour les survivants de l'Holocauste et les familles de ses victimes. Son cas illustre les défis auxquels la période de l'après-guerre a été confrontée pour capturer et poursuivre les criminels de guerre nazis, en particulier ceux qui trouvèrent protection sous des régimes indifférents ou hostiles aux demandes de justice occidentale. Heribert Heim, connu infamement sous le nom de Docteur la Mort, fut un médecin de la SS qui réalisa d'horribles expériences médicales sur les prisonniers dans le camp de concentration de Mauthausen durant la Seconde Guerre mondiale. Sa vie après la guerre devint un long jeu de cache-cache avec les forces de sécurité internationales, fuyant la capture durant des décennies et mourant finalement dans la clandestinité. Heribert Heim servit comme médecin dans le camp de concentration de Mauthausen en Autriche, où il gagna une notoriété pour ses expériences et procédures exceptionnellement cruelles sur les prisonniers. Les expériences de Heim incluaient l'injection de diverses substances toxiques directement dans les cœurs de ses victimes, souvent sans anesthésie pour observer leur mort douloureuse. Il réalisa également des chirurgies et des amputations sans justification médicale ni anesthésie adéquate, causant une souffrance immense et de nombreuses morts. Ces pratiques brutales lui valurent le surnom de « Docteur la Mort ». Après la guerre, Heim fut brièvement détenu par les autorités américaines, mais il fut libéré avant que ses crimes à Mauthausen ne soient connus. Il retourna en Allemagne et pratiqua la médecine à Baden-Baden jusqu'à 1962, lorsqu'il prit la fuite en apprenant que les autorités enquêtaient sur ses activités durant la guerre. Cela marqua le début de sa vie en tant que fugitif. Heim parvint à échapper à la capture en se déplaçant à travers plusieurs pays. Il utilisa divers alias et obtint des documents falsifiés pour voyager, vivant soi-disant dans des pays comme l'Égypte et l'Espagne. Pendant de nombreuses années, son emplacement resta un mystère, menant à de nombreuses enquêtes et en faisant l'un des criminels de guerre nazis les plus recherchés. Des rapports d'enquête et des confirmations ultérieures par la police allemande suggèrent qu'Heribert Heim se convertit à l'islam et vécut au Caire sous le nom de Tarek Hussein Farid. Il mena une vie tranquille, mourant finalement d'un cancer rectal en 1992. Cependant,
Sa mort ne fut confirmée que des années plus tard et il resta sur les listes des plus recherchés jusqu'à 2012, lorsque les autorités allemandes le déclarèrent décédé sur la base de preuves fournies par sa famille et des connaissances en Égypte. Klaus Barbie, infamement connu comme le boucher de Lyon, fut un officier de haut rang de la SS et chef de la Gestapo, notoire pour ses répressions et tortures brutales durant la Seconde Guerre mondiale. Sa vie après la guerre impliqua des évasions, des protections sous de nouvelles identités et un procès et une condamnation éventuelle des décennies plus tard, montrant les efforts mondiaux persistants pour traduire en justice les criminels de guerre nazis. Klaus Barbie servit comme chef de la Gestapo à Lyon, en France, de 1942 à 1944. Dans ce rôle, il fut responsable de l'arrestation et de la torture de milliers de juifs français et de membres de la résistance française. L'un de ses actes les plus infâmes fut la capture et la déportation subséquente à Auschwitz de Jean Moulin, l'un des membres les plus haut placés de la résistance française. Les méthodes de Barbie étaient exceptionnellement cruelles et incluaient des techniques de torture qui menaient à la mort ou à des handicaps permanents pour beaucoup de ses victimes. Après la guerre, Barbie fut initialement retenu par les services de renseignement américains qui l'employèrent pour des missions de contre-espionnage en raison de son expérience anticommuniste. Cet usage controversé d'ex-nazis par des agences de renseignement américaines facilita son évasion vers l'Amérique du Sud. Avec l'aide d'une rateline administrée par le Vatican, Barbie put fuir vers la Bolivie, où il vécut sous le nom de Klaus Altmann. En Bolivie, Barbie parvint à vivre de manière relativement ouverte et s'impliqua même dans diverses activités commerciales et politiques, y compris des accords avec les régimes notoirement répressifs de l'époque. Sa présence n'était pas un secret. Il était connu dans certains cercles pour sa véritable identité, protégé par le climat politique corrompu et ses connexions utiles. La persistance des chasseurs de nazis et les changements dans le climat politique conduisirent finalement à la chute de Barbie. Au début des années 1980, le gouvernement bolivien, sous une nouvelle direction cherchant à se distancer des corruptions du passé, accepta d'extrader Barbie vers la France. En 1983, il fut renvoyé à Lyon, le même lieu où il avait commis ses crimes de guerre. En 1987, Klaus Barbie fut jugé dans un tribunal français pour crimes contre l'humanité. Ce procès fut très médiatisé et servit de rappel poignant des horreurs du régime nazi et de l'importance de la justice, même des années après les crimes. Barbie fut condamné et emprisonné à perpétuité, où il mourut en 1991. La vie après le national-socialisme, les fins des membres de la Waffen-SS en Europe. Léon Degrelle fut une figure politique belge importante et un collaborateur nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fut le fondateur et le leader du parti rexiste, qui visait initialement à réformer la politique belge, mais qui s'aligna par la suite étroitement avec l'Allemagne nazie. Degrelle devint une figure éminente de la Waffen-SS, où il commanda la SS Sturmbrigade Wallonien, composée principalement de volontaires belges francophones. Sa vie après la guerre fut marquée par la fuite, l'exil et la controverse continue. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Degrelle était déterminé à éviter d'être capturé par les Alliés, qui l'auraient probablement jugé pour crimes de guerre, y compris pour collaboration avec les nazis et participation à des actions militaires contre les Alliés. Dans une fuite dramatique, il pilota un petit avion de Norvège jusqu'en Espagne, malgré sa faible expérience en vol. L'avion s'écrasa en atterrissant à Saint-Sébastien, mais Degrelle survécut avec des blessures légères. Le régime du général Francisco Franco en Espagne lui accorda l'asile, lui offrant une protection contre l'extradition malgré les nombreuses demandes de la Belgique pour son retour, afin qu'il fasse face à des accusations de trahison. L'Espagne de Franco, encore sympathisante des anciens fascistes et nazis en raison de sa propre nature autoritaire, s'avéra être un refuge sûr pour Degrelle. Cette protection lui permit de vivre relativement ouvertement et sans craindre d'être arrêté. Pendant ses années en Espagne, Degrelle continua d'être un défenseur ouvert des idéologies d'extrême droite. Il se consacra à l'écriture et au militantisme, publiant de nombreux articles et livres promouvant ses idées sur l'unité européenne sous un régime de droite, les vertus du leadership et ses expériences durant la guerre. Ses écrits tentaient également de justifier sa collaboration avec l'Allemagne nazie, la présentant comme une lutte contre le bolchevisme et en défense de la civilisation européenne.
Malgré son exil, De Grelle tenta de conserver un certain niveau d'influence politique en Europe. Il resta en contact avec divers groupes et individus de droite, promouvant ses idées et faisant occasionnellement des déclarations publiques. Ces tentatives furent en grande partie infructueuses pour obtenir un soutien significatif ou provoquer des changements, mais elles lui permirent de rester quelque peu pertinent dans certains cercles d'extrême droite. De Grelle vécut en Espagne jusqu'à sa mort en 1994. Au fil des ans, il devint une figure quelque peu oubliée, son influence politique diminuant considérablement. Son héritage demeure controversé et divisé en Belgique et parmi les historiens. Ses écrits et interviews provoquaient souvent de l'indignation et des condamnations en raison de sa posture sans remords et de la glorification de ses activités pendant la guerre. Otto Skorzeny, surnommé l'homme le plus dangereux d'Europe, fut un officier de haut rang de la SS et un commandant durant la Seconde Guerre mondiale, célèbre pour son audacieux sauvetage de Benito Mussolini en 1943. Après la guerre, la vie de Skorzeny prit plusieurs tournants, allant d'accusé au procès de Nuremberg à conseillers et mercenaires impliqués dans des conflits mondiaux et des opérations clandestines. Après la guerre, Skorzeny fut détenu par les Alliés et jugé pour crimes de guerre. L'une des principales accusations portées contre lui concernait sa participation à l'opération Greif lors de la bataille des Ardennes, au cours de laquelle des soldats allemands, y compris les hommes de Skorzeny, portaient des uniformes américains pour s'infiltrer dans les lignes américaines, un acte qui violait les lois de la guerre. Cependant, Skorzeny se défendit avec succès en argumentant que des tactiques similaires avaient été employées par les Alliés. Il fut acquitté en 1947. Après sa libération, Skorzeny se rendit en Espagne, un refuge commun pour d'anciens nazis, sous la protection du régime de Francisco Franco. En Espagne, il capitalisa sur sa réputation de guerre et se lança dans les affaires. Cependant, ses activités allèrent bien au-delà des affaires conventionnelles. Skorzeny s'impliqua dans diverses opérations internationales et activités d'espionnage durant la guerre froide. Il aurait supposément été en lien avec la CIA et le Mossad, offrant des services allant du recrutement d'anciens nazis pour des opérations anticommunistes à une possible participation à des opérations en Égypte et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Les rapports suggèrent que Skorzeny aurait aidé à entraîner les forces militaires égyptiennes dans les années 1950. Dans les années 1960, Skorzeny fonda le Paladin Group, une organisation de mercenaires basée en Espagne, offrant une variété de services militaires et de renseignements. Le groupe se consacrait à soutenir des régimes autoritaires, fournissant des formations, des conseils en sécurité et menant des opérations contre des groupes et personnalités de gauche. Les activités du Paladin Group reflétaient les croyances anticommunistes de Skorzeny et sa capacité à exploiter son expérience militaire dans le marché, émergeant de la sécurité privée et de la consultance militaire. Au cours de ces dernières années, Skorzeny maintint un réseau d'anciens nazis et d'autres contacts en Europe et au-delà. Il resta une figure d'intrigue et de controverse, étant fréquemment interviewé par les médias en raison de son passé notoire et de ses activités continues. Skorzeny mourut d'un cancer du poumon en 1975 à Madrid. Ses funérailles furent assistées par d'anciens officiers de la SS et membres du Paladin Group, soulignant son influence durable et ses connexions dans certains cercles. Gudrun Himmler, son rôle dans le soutien et la défense des anciens membres de la SS. Gudrun Himmler, la fille de Heinrich Himmler, l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne nazie et l'architecte de l'Holocauste, fut une figure éminente dans les efforts de l'après-guerre pour aider d'anciens membres de la SS. Tout au long de sa vie, elle demeura une fervente défenseuse de l'héritage de son père et une partisane active des individus associés à la SS. Née en 1929, Gudrun était l'unique fille adorée de Heinrich Himmler. Élevée dans l'ombre de l'immense influence de son père au sein du régime nazi, elle développa un fort attachement pour lui et ses idéaux. Après la guerre, et après le suicide de son père en détention britannique en 1945, Gudrun et sa mère furent arrêtées et détenues dans plusieurs camps. Elles furent libérées en 1946 sans être inculpées. Le traumatisme de la chute de son père et le traitement réservé à la famille après la guerre marquèrent profondément Gudrun, influençant ses activités et affiliations ultérieures.
Gudrun s'impliqua activement dans Stillhilfe, Aide silencieuse, une organisation fondée à la fin des années 1940 pour aider les anciens membres de la SS arrêtés, condamnés ou fugitifs. Stillhilfe fournissait une aide juridique et financière à ces individus, les aidant à échapper aux sanctions, à obtenir de nouvelles identités ou à émigrer vers des pays comme l'Argentine ou l'Égypte, où de nombreux nazis trouvèrent refuge. Sous l'influence de Gudrun, Stillhilfe soutint certains des criminels de guerre les plus notoires. L'un de ses bénéficiaires fut Klaus Barbie, dont nous avons parlé précédemment. L'implication de Gudrun n'était pas uniquement administrative. Elle était profondément engagée dans la cause. Tout au long de sa vie, Gudrun fut une figure controversée en raison de son absence de remords concernant les actions de son père pendant la guerre et de ses efforts à travers Stillhilfe. Elle apparaissait fréquemment lors de réunions d'anciens nazis et de néo-nazis, où elle était vénérée comme un lien avec un passé glorifié. Gudrun participa également à des conférences et interviews publiques dans lesquelles elle exprimait ses points de vue sur la guerre, le rôle de la SS et les politiques de son père, affrontant souvent les perspectives dominantes sur les atrocités nazies. Ses actions et déclarations firent d'elle un objet de critique et de condamnation, en particulier de la part des survivants de l'Holocauste et de leurs défenseurs, qui la voyaient comme un symbole des sympathies nazies persistantes. Gudrun Himmler est décédée en 2018 à Munich, en Allemagne. HIAG, l'héritage controversé de l'Association des anciens combattants de la Waffen-SS. HIAG, un acronyme pour Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, Association d'aide mutuelle des anciens membres de la Waffen-SS, était une organisation controversée formée par d'anciens membres de la Waffen-SS après la Seconde Guerre mondiale. Fondée en 1951 en Allemagne de l'Ouest, HIAG avait pour objectif initial de fournir un soutien aux vétérans de la Waffen-SS, y compris une aide juridique, des pensions et la réintégration dans la société d'après-guerre. Avec le temps, cependant, l'organisation est également devenue connue pour ses efforts visant à réformer le récit historique de la Waffen-SS et de son rôle durant la guerre. La mission principale de HIAG était de défendre les droits des vétérans de la Waffen-SS, qui, selon eux, avaient été traités injustement et stigmatisés après la guerre. L'organisation cherchait à obtenir des pensions et d'autres bénéfices pour ses membres, contestant les politiques de dénazification qui restreignaient les droits civils et les opportunités économiques des anciens membres de la Waffen-SS. HIAG soutenait que la Waffen-SS était une organisation purement militaire, similaire aux forces armées régulières, et qu'elle n'était pas intrinsèquement impliquée dans les crimes de guerre et atrocités nazies commis par d'autres unités de la SS. Un aspect significatif et hautement controversé des activités de HIAG fut sa participation au révisionnisme historique. L'organisation publiait des magazines, des livres et des mémoires qui tentaient de présenter la Waffen-SS sous un jour plus favorable, minimisant ou niant fréquemment la participation de ces unités aux crimes de guerre. Ces publications faisaient partie d'un effort plus large visant à réhabiliter l'image de la Waffen-SS et, par extension, la vision de la guerre telle que vécue par ses membres. Les efforts révisionnistes de HIAG rencontrèrent de vives critiques de la part des historiens, des gouvernements et des groupes juifs qui accusaient l'organisation de blanchir l'histoire de la SS et de perpétuer l'idéologie nazie. En réponse à la pression publique et à l'évidence croissante de la participation de ses membres à la propagande révisionniste, l'organisation se retrouva de plus en plus marginalisée dans la société allemande. Tout au long de son existence, HIAG fut un sujet de controverse, tant sur le plan légal que dans le domaine public en Allemagne. Les activités de l'organisation suscitèrent des débats sur la mémoire, la responsabilité et la réhabilitation des anciens nazis dans l'Allemagne d'après-guerre. Pendant les années 1970 et 1980, alors qu'une réévaluation plus critique du passé nazi prenait racine dans la société allemande, l'influence de HIAG diminua et elle fit face à un isolement croissant. En 1992, HIAG fut officiellement dissoute, bien que certains de ses groupes locaux aient continué à se réunir de manière non officielle. La dissolution de HIAG ne mit pas fin au débat plus large sur l'héritage de la Waffen-SS
ni au défi persistant de traiter avec le passé nazi en Allemagne. Voici quelques-uns des objectifs spécifiques de HIAG. L'une des fonctions principales de HIAG était d'offrir une assistance juridique aux anciens membres de la Waffen-SS confrontés à des procès ou des enquêtes légales liées à leur rôle pendant la guerre. Cela incluait le financement pour une représentation légale et des conseils sur la manière de traiter avec les lois allemandes et internationales, notamment en ce qui concerne les crimes de guerre et le processus de dénazification. HIAG faisait activement pression sur le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest pour qu'il reconnaisse le service militaire des membres de la Waffen-SS aux fins des pensions. Ces efforts eurent un certain succès, entraînant des changements dans la législation qui permirent à certains anciens membres de la Waffen-SS de recevoir des pensions de guerre et d'autres avantages pour les anciens combattants, similaires à ceux accordés aux soldats de la Wehrmacht, armée régulière allemande. HIAG aida à réintégrer ses membres dans la société d'après-guerre en offrant des services de placement professionnels, des conseils financiers et des réseaux de soutien qui facilitèrent la transition de la vie militaire à la vie civile. Ce soutien fut crucial durant les premières années de l'après-guerre, lorsque de nombreux anciens membres de la Waffen-SS faisaient face à une stigmatisation importante et des difficultés pour trouver un emploi et s'intégrer dans une société allemande radicalement transformée. HIAG organisait des commémorations et des services commémoratifs pour les membres décédés de la Waffen-SS. Ces événements servaient également à promouvoir un sentiment de communauté et de solidarité parmi les anciens membres et leurs familles, renforçant l'identité de groupe et offrant un espace pour le deuil et le souvenir partagé. À travers ces publications, HIAG recueillait et diffusait des histoires personnelles, des récits de guerre et d'autres documents visant à préserver les souvenirs et les expériences des vétérans de la Waffen-SS. Bien que ces publications fussent controversées en raison de leur ton fréquemment révisionniste et apologétique envers les actions de la Waffen-SS durant la guerre, elles offraient une plateforme permettant aux vétérans de partager leurs histoires et de documenter leurs expériences. L'idéologie néo-nazie parmi les anciens combattants de la SS, l'organisation Odessa. Après la Seconde Guerre mondiale, l'influence des anciens membres de la SS et de leurs idéologies ne disparut pas avec la chute de l'Allemagne nazie. Au contraire, ces idées persistèrent et évoluèrent, se manifestant sous diverses formes, y compris dans les mouvements néo-nazis et des organisations secrètes comme Odessa. Ces entités et leurs idéologies eurent des impacts tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, particulièrement durant les années 1970, 80 et 90. La transition de l'affiliation nazie ouverte vers ce que l'on appela les mouvements néo-nazis fut marquée par une continuation et une adaptation des idéologies nazies. De nombreux ex-membres de la SS et sympathisants nazis, qui se sentaient marginalisés par l'ordre de l'après-guerre, trouvèrent de nouvelles voies d'expression à travers les groupes néo-nazis émergents. Dans les années 1970 et 1980, ces groupes glorifièrent souvent la compétence militaire de la SS et ses idéaux politiques, promouvant la suprématie blanche, l'antisémitisme et les sentiments anticommunistes. En Allemagne et au-delà, certains vétérans de la SS jouèrent des rôles fondamentaux dans ces mouvements, utilisant leur expérience de combat et leurs compétences organisationnelles pour entraîner de nouveaux membres et organiser des activités. Ils furent essentiels dans la diffusion de la pensée néo-nazie, en particulier à travers des publications, des festivals culturels et des camps paramilitaires qui endoctrinaient les jeunes recrues avec des idéologies radicales. Odessa, organisation des anciens membres de la SS, supposément fondée en 1946, était censée être une organisation secrète d'évasion nazie. L'objectif principal du groupe était apparemment d'aider d'anciens membres de la SS à échapper à la capture, fuir l'Europe et s'établir en Amérique du Sud, au Moyen-Orient ou dans d'autres régions sympathisantes. L'existence et l'étendue des opérations d'Odessa restent des sujets de débat et de spéculation, car les preuves concrètes ont été difficiles à trouver, et de nombreuses affirmations sur leurs activités proviennent de récits anecdotiques et de rapports d'enquête. On pense qu'Odessa et des réseaux similaires ont aidé des criminels de guerre notoires comme Adolf Eichmann et Joseph Mengele à fuir vers des pays comme l'Argentine, où ils vécurent pendant des années en dehors de la portée de la loi internationale. Il est rapporté que ces opérations furent financées par divers moyens,
y compris des contributions d'entrepreneurs sympathisants et des richesses pillées. Durant les années 1970 à 90, le soutien idéologique et logistique fourni par d'anciens membres de la SS et leur réseau contribua à la propagation mondiale des idéologies néo-nazies. Cette période vit une augmentation des crimes haineux, des activités terroristes et la formation de groupes radicaux en Europe et en Amérique. La persistance des groupes néo-nazis inspirés par la SS provoqua des réponses légales et sociales, y compris des lois plus strictes contre les crimes haineux et des efforts de lutte contre l'extrémisme de la part des gouvernements et des organisations internationales. La recherche et le jugement des anciens nazis se poursuivirent, bien que moins fréquents à mesure que beaucoup d'entre eux vieillissaient et mouraient. Les programmes éducatifs destinés à discréditer l'idéologie nazie et à promouvoir la sensibilisation à l'Holocauste devinrent des composants fondamentaux des programmes scolaires dans plusieurs pays, avec pour objectif de prévenir la résurgence de ces points de vue extrémistes. L'héritage historique de la Waffen-SS, des ombres de la guerre aux controverses modernes. La Waffen-SS a évolué pour devenir une force militaire multiethnique et multinationale qui a participé directement à la fois à la guerre conventionnelle et à l'Holocauste. L'héritage de la Waffen-SS est complexe, marqué par une efficacité brutale au combat et une association indélébile avec certains des crimes de guerre et atrocités les plus horribles du XXe siècle. La Waffen-SS était connue pour ses capacités de combat féroces et était souvent déployée dans des batailles cruciales, tant sur le front de l'Est que sur le front de l'Ouest. Des unités telles que la division SS Totenkopf et la division SS Viking ont participé à des offensives importantes, y compris la bataille de Kursk et l'offensive des Ardennes. Malgré leurs compétences militaires, ces divisions étaient également réputées pour leur brutalité et leur mépris des lois de la guerre, participant fréquemment à des massacres de prisonniers de guerre et de civils. Au-delà de son rôle sur le champ de bataille, la Waffen-SS était profondément impliquée dans la mise en œuvre de l'Holocauste. Les membres de la Waffen-SS étaient stationnés dans des camps d'extermination et jouaient des rôles fondamentaux dans l'exécution de la solution finale. Par exemple, la SS Totenkopf-Verbände, qui s'est formée à l'origine à partir d'unités de la Waffen-SS, gérait les camps de concentration où des millions de Juifs et d'autres groupes persécutés ont été assassinés. L'implication de la Waffen-SS dans les atrocités ne se limitait pas à l'Holocauste. Pendant la guerre, ils ont perpétré de nombreux massacres, comme le massacre de Malmedy lors de la bataille des Ardennes, où 84 prisonniers de guerre américains ont été tués, et le massacre d'Oradour-sur-Glane en France, où un village entier a été détruit et ses habitants tués. Après la guerre, le tribunal militaire international de Nuremberg a déclaré la SS, y compris la Waffen-SS, comme une organisation criminelle responsable de la mise en œuvre de politiques raciales, incluant extermination, esclavage et déportation, entre autres crimes de guerre. De nombreux anciens membres de la Waffen-SS ont été jugés et condamnés, bien que le degré de responsabilité individuelle ait considérablement varié. Les procès se sont compliqués du fait que certains soutenaient qu'ils n'étaient que des soldats comme les autres, une affirmation mise en balance avec les preuves indéniables de leur participation à des atrocités systématiques. L'héritage de la Waffen-SS a fait l'objet de nombreux débats historiques et de réflexions culturelles. Dans des pays comme l'Allemagne, l'affichage public de symboles associés à la Waffen-SS est interdit, et le groupe est largement considéré comme un symbole des aspects les plus sombres du régime nazi. Cependant, dans certains cercles, en particulier parmi les extrémistes de droite, les membres de la Waffen-SS sont parfois glorifiés comme des soldats exemplaires ou des victimes de l'injustice de l'après-guerre. Les efforts pour éduquer le public sur les horreurs du régime nazi incluent souvent des discussions sur la Waffen-SS afin d'illustrer les dangers du militarisme combiné à une idéologie extrémiste. Musées, documentaires et programmes éducatifs continuent d'examiner le rôle de la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale, en soulignant la nécessité de se souvenir et d'apprendre du passé pour prévenir la répétition de telles atrocités.